Parlons désormais donc, des opérations sur les fonctions de classe C1. Donc, on a une notion. Est-ce que si on somme de fonctions de classe C1, est-ce qu'on a toujours quelque chose de classe C1? Est-ce que si on multiplie par un scalaire, on a toujours quelque chose de classe C1? Si on fait des produits, etc. Et comme la notion de classe C1, on l'a vu, c'est simplement regarder des dérivées partielles et vérifier qu'elles sont continues. La seule question, c'est est-ce que quand on fait le produit de deux fonctions qui admet des dérivées partielles, alors le produit est aussi, et ça par des calculs que vous avez déjà fait à multiples reprises, puisqu'on a vu que admettre des dérivées partielles, c'est rien d'autre que regarder si une certaine fonction d'une variable est dérivable, ces fameuses applications partielles. Avec vos théorèmes usuels d'analyse réelle d'une fonction d'une variable réelle, le résultat est immédiat, la réponse est oui. Donc, proposition. Si f et g sont de classe C1 sur oméga, toujours les applications de oméga à valeur dans R. Alors si f plus g est de classe C1 sur oméga, pour tout lambda appartenant à R, lambda f est de classe C1 sur oméga, fg est de classe C1 sur oméga, et puis les quotients, si g ne s'annule pas sur oméga, bien, f sur g est de classe C1 sur oméga. Voilà, donc c'est assez naturel, et je le répète, la démonstration, que je ne vais du coup pas faire, est complètement directe, puisque quand vous demandez si une fonction est de classe C1, mettons par exemple f plus g, vous devez vous demander si cette fonction-là admet des dérivées partielles, si elles sont continues. Alors, les dérivées partielles, vous voyez très bien quand vous allez faire former le taux d'accroissement. Alors, soit vous faites former le taux d'accroissement, soit vous dites, pour que cette fonction soit de classe, admette une dérivée partielle, admette une dérivée partielle, une jm dérivée partielle, il faut que je regarde des applications partielles de cette fonction. Les applications partielles de cette fonction, c'est la somme des applications partielles de f et g. Et donc, est-ce que cette fonction est dérivable? Oui, car la somme, les fonctions applications partielles associées pour f et g le sont. Et puis ensuite, vous vous demandez, une fois que les dérivées partielles existent, si elles sont continues. Oui, parce que c'est la somme des dérivées partielles de cette fonction-là. Et la somme de fonctions continues, ça c'est le chapitre précédent, donne une fonction continue. Pour la multiplication par un scalaire, le produit, c'est à peu près le même genre d'idée. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que ça s'appuie uniquement sur vos théorèmes d'analyse réelle. Il n'y a rien de nouveau dans ces propositions. Et ça s'appuie là-dessus. Et ce qui vient du chapitre précédent, savoir l'algèbre des fonctions continues. Si on somme deux fonctions continues, on a une fonction continue. Et ça, c'est valable pour les fonctions de plusieurs variables, pour diverses opérations. Ok, bien sûr, en exemple de tout ça, on a le résultat suivant. Exemple, tout polynôme de plusieurs variables et de classe C1 sur RD, et tout quotient de polynôme, toute fraction rationnelle, de la forme P sur Q du coup, toute fraction rationnelle de la forme P sur Q est de classe C1 partout, là ça va être quoi l'ouvert, est de classe C1 sur l'ensemble, donc sur RD privé des racines de Q. Alors ça, c'est, disons que vous pouvez admettre que les racines de Q, alors RD privé des racines de Q, c'est bien ouvert, c'est bien un oméga, au sens où on l'a défini jusqu'à présent. Ok, donc pas de grande difficulté pour ce qui est de faire des opérations usuelles sur les fonctions de classe C1, tout va bien. Donc j'insiste sur le fait que du coup, si vous avez, je sais pas moi, cosinus, alors du coup je vais apprendre ça, mais si vous avez exponentielle moins x plus x plus y plus z carré, par exemple, cette fonction-là, qui a x, y, z, associe cette merveille, comme chacune des fonctions de classe C1, la somme l'est, et puis peu importe que vous mettiez un 37 ici et que vous multipliez par cosinus de z, par exemple. Alors il y a quand même une chose qu'on n'a pas traitée, c'est la composition. Si maintenant je fais, je sais pas moi, log de x plus y plus z, est-ce que ça c'est une fonction de classe C1? Alors sur un espace adapté.
Et la réponse va être oui, mais ça demande un petit peu de travail. Et l'autre question, c'est imaginons que je veuille calculer des dérivées partielles. Alors pardon, en fait, on ne va pas prendre des fonctions de 3 variables. Ici, on va vouloir composer. Hein, la question qu'on va poser, c'est on va avoir une fonction qui va de R dans RD, phi, une fonction f qui va de RD dans R. Alors en fait, on va prendre des intervalles. Hein. Donc ici, je vais peut-être même directement le mettre là. Donc I, un intervalle de R. F, c'est une application qui va de oméga dans R où oméga est inclus dans RD. Et bien sûr, pour que ça ait un sens, que je m'apprête à regarder F rond phi, il faut que à chaque fois qu'on prend un certain réel dans I, phi de ce réel tombe dans oméga. Okay, donc, je vais supposer que phi de I est inclus dans oméga, pour que tout ce que je vais écrire ait un sens. Alors, ce que je vais dire, c'est la chose suivante. Donc, c'est une proposition, un théorème, c'est une proposition. Qu'est-ce qui se passe si ces fonctions sont de classe C1? Est-ce que la composée f rond phi est de classe C1? Et par ailleurs, vous pouvez remarquer ici que, je fais juste la remarque que f rond phi, phi en entrée, elle prend un réel de I, elle sort un élément de RD, en fait même un élément de oméga, et puis f, elle prend ça en entrée, et elle sort un élément de R. Donc vous voyez que f rond phi, c'est rien d'autre qu'une fonction de R dans R. Ici en l'occurrence de I dans R. Et donc, vous pouvez demander si cette fonction est dérivable, et sous quelles hypothèses elle est. Donc proposition, si f, avec ces hypothèses-là, si f et phi sont de classe C1 sur, alors f elle est définie sur oméga et phi sur I, respectivement, alors f rond phi est de classe C1 sur I, mais ici il est bien important de voir qu'on est en train de parler d'une fonction d'une variable réelle, donc on doit pouvoir calculer si elle est de classe C1 sa dérivée. Et on a une formule pour sa dérivée, f rond phi pour tout t appartenant à R, f rond phi prime de t. Hein, j'insiste, f rond phi, vous pouvez l'appeler ça g si vous voulez, c'est une fonction de I dans R, donc je peux regarder sa dérivée en un point t. C'est donné par la somme pour I allant de 1 à d, des d rond f sur d rond xi, donc ça fait intervenir les dérivées partielles de la fonction f, évaluées en phi de t, fois phi prime I de t. Voilà la formule pour la dérivée. Alors, on va faire un exemple de cette formule. Et ce qui est important avant tout, c'est de savoir utiliser cette formule. Avant toute chose, on va en faire la preuve. Alors la preuve, là encore, consiste à bien se rappeler que f rond phi, c'est une application de R dans R. Donc si je veux montrer que cette application est dérivable, il me faut montrer que, je vais montrer qu'elle est dérivable avant de montrer qu'elle est de classe C1. Je peux parler de dérivabilité, hein. Là j'ai une fonction sur cette variable. Montrons que f rond phi est dérivable. Alors c'est pour tout t appartenant à I, pardon, est dérivable sur I. Donc pour ça, je vais fixer t0 appartenant à I. Donc je fixe t0 dans I, et puis je vais calculer. Si je vous demande d'étudier la dérivabilité d'une fonction d'une variable réelle, vous faites g de t0 plus h moins g de t0 sur h, hein, où h c'est un réel, pour tout h différent de 0. Alors il faut que pour tout h différent de 0, je ne l'écris pas, mais tel que t0 plus h appartient à i, g de t0 plus h moins g de t0 sur h. H c'est bien un réel ici. Ça vaut quoi? Bon, par définition, g c'est f rond phi. Hein, donc je vais noter g égale f rond phi, ici, hein, g égale f rond phi. Donc ça vaut quoi ça? Ça vaut... J'insiste à nouveau sur le fait que phi, hein, la valeur dans RD, donc phi de t, ça c'est un élément de RD, donc je peux voir ça comme phi 1 de t,
phi d de t. On y reviendra, hein, mais bien sûr, à chaque fois que vous avez une fonction à valeur dans un ensemble, dans un R puissance quelque chose, bah vous avez automatiquement des fonctions sous la main. Phi de t, c'est un vecteur, donc pour chaque t, vous avez un phi 1 de t, phi d de t, donc ça vous définit des fonctions. Pour chaque, je vous fais la remarque que pour chaque j, phi j, c'est une application de i dans R. L'application de i dans RD, ça, vous avez sous-jacente à cette application des applications de i dans R. Ok, donc allons-y, j de t0 plus h moins g de t0 sur h. Par définition, ça vaut quoi? Ça vaut f de phi de t0 plus h moins f de phi de t0 sur h. Et puis maintenant, je vais écrire quoi? Je vais écrire que phi de t0 plus h, peut-être écrire en dessous, phi de t0 plus h, c'est donc phi 1 de t0 plus h, phi d de t0 plus h. Et comme j'ai supposé que phi est de classe C1, hein, ce qui veut dire que chacune des applications phi sont toutes de classe C1, et elles sont en particulier dérivables. Donc phi 1 de t0 plus h, ça c'est quoi? C'est phi 1 de t0 plus h phi prime 1 de t0 plus petit o de h. J'utilise la dérivabilité de chaque fonction phi. Phi 1 de t0 plus h, c'est phi 1 de t0, donc je fais un développement limité à l'ordre 1 si vous voulez. Phi 1 de t0 plus h phi prime 1 de t0 plus petit o de h, et puis je peux faire ça jusqu'à la dernière. Ça fait phi d de t0 plus h phi prime d de t0 plus petit o de h. Et donc vous voyez que tout ça, finalement, je peux écrire ça comme, c'est rien d'autre que phi de t0. Je prends la première des composantes, le premier terme de chacune des composantes, plus h phi prime i de t0 plus petit o de h. Alors, je vous ai juste fait en deux lignes le fait que quand on a une application qui va de R ou d'un intervalle de R à valeur dans RD, on a automatiquement un développement limité, si elle est dérivable, on a un développement limité à l'ordre 1 qui s'écrit phi de t0 plus h égale phi de t0 plus h phi prime de t0 pardon, plus petit o de h. C'est vraiment une formule que vous auriez eu envie d'écrire de base, hein, et c'est bien vrai, simplement parce que vous faites le développement limité à l'ordre 1 pour chacune des composantes. Et ici, il faut juste que je précise ce que c'est que phi prime, mais bien sûr, phi prime, c'est l'application phi prime 1, phi prime d. Okay, donc phi prime de t0, c'est phi prime 1 de t0, etc., jusqu'à phi prime d de t0. Ok. Bon. Et donc, du coup, j'en déduis quoi de ça? J'en déduis que donc, ça c'était juste une remarque en fait. Donc finalement, ce qui m'intéresse, le quotient, là, le taux d'accroissement, il vaut f de t0 plus h, il vaut ce truc-là, donc il vaut précisément f de phi de t0 plus phi prime de t0, alors je vais mettre devant, h phi prime de t0. Attention, hein, phi prime de t0 c'est un vecteur et h c'est un scalaire ici. Hein. Plus petit o de h, moins f de phi de t0 sur h. Ok, alors c'est là que je vais enfin pouvoir utiliser le fait que f est de classe C1. Et comment? Ben simplement en utilisant, hein, on a vu tout à l'heure que quand f est de classe C1, f de a plus quelque chose, c'est f de a plus une certaine formule plus petit o de ce quelque chose. Donc ça, c'est rien d'autre que égal. Donc ici, mon a, c'est ça. Le quelque chose, c'est ce gros truc moche. Je vais lui donner un nom peut-être. Je vais appeler ça gamma de h. C'est une fonction de h, ce truc-là. Bon. Et donc ça vaut quoi? Ça vaut, d'après la formule tout à l'heure, ça vaut f de phi de t0, hein, c'est le f de a, plus h fois f prime de, plus dhf de a, c'est-à-dire la somme de i allant de 1 à d des d rond f sur d rond xi de a, mais ici a c'est phi de t0, fois hi, donc ici c'est-à-dire f de a plus h, c'est f de a plus la somme des d rond f sur d rond xi de a fois hi, mais ici ce qui joue le rôle de h, c'est gamma de h. Donc ça va me faire gamma i de h plus petit o de gamma de h. Et tout ça, n'oublions pas, il y avait un moins f de phi de t0, moins f de phi de t0, le tout divisé par h. Donc les f de phi de t0 se simplifient. Ok,
Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais d'abord écrire, regardez le premier terme, hein. J'ai la somme pour i allant de 1 à d de d rond f sur d rond xi de phi de t0 gamma i de h sur h. Eh bien, ça, c'est égal à... Alors, gamma i de h, rappelons-nous ce que c'était, c'est simplement ce truc-là. Donc, c'est égal à la somme pour i allant de 1 à d de d rond f sur d rond xi de phi de t0 de... Alors, gamma i de h, ça fait quoi? Ça fait h phi prime i de t0 plus petit o de h, le tout divisé par h. Et donc, vous voyez que ça va faire deux termes. Le premier terme, les h vont se simplifier. Je rappelle que h est un scalaire ici. Donc ça, c'est égal à la somme pour i allant de 1 à d de d rond f sur d rond xi de phi de t0, phi prime i de t0, plus, là je vais aller un petit peu vite, hein, mais vous avez simplement, je vais quand même l'écrire rapidement, c'est la somme pour i allant de 1 à d de d rond f sur d rond xi de phi de t0. Donc ça c'est un brave nombre, hein, fois petit o de h sur h. Je suis en train de faire le produit, hein, de ce terme-là par ce terme-là. Ok, donc faisons le compte. Moi, mon objectif, c'est de montrer que ce quotient admet une limite quand h tend vers 0, et de plus de ce qui montrera que la fonction est dérivable, et de plus de vérifier que ce qu'on obtient, ça donne la formule attendue. Alors, nous, ce qu'on voulait montrer, ce qu'on veut obtenir à la fin, c'est ça. Donc, on aimerait montrer que ce truc-là tend vers 0, et il y a un terme qu'il ne faut pas oublier, c'est le petit o de gamma de h sur h. Ok, je vais aller un petit peu vite ici, parce que ce n'est pas très intéressant. Ce terme-là, il est facile, hein. Petit o de h, quand je le divise par h, ça tend vers 0 par définition de ce que c'est qu'un petit o. Ça tend vers 0 quand h tend vers 0. Et ce truc-là, c'est un brave nombre, donc tout ça, ça tend vers 0. Okay, donc il me reste à gérer le terme qui apparaît là. Et ça, c'est pas très dur non plus. Petit o de gamma de h, c'est quoi? Alors plutôt petit o de gamma de h sur h. Petit o de gamma de h sur h, j'aimerais montrer qu'il tend vers 0. Bon, donc c'est petit o de ce truc-là. Alors, gamma de h, vous voyez, c'est h phi prime de t0 plus petit o de h. Donc, petit o de gamma de h, c'est un petit o de h. À vérifier, comme gamma de h s'écrit petit o de h sur h phi prime de t0 plus h phi prime de t0, gamma de h, pardon, c'est pas gamma de h qui est un petit o de h, petit o de gamma de h, c'est petit o de h. Donc, je vous laisse le vérifier, hein, si vous n'êtes pas sûr, peut-être le détailler un petit peu, mais un petit o de gamma de h sur h, ça vaut quoi? Ça fait au petit o de h phi prime de t0 sur h, plus petit o, petit o de h sur h. Bon, et par définition, petit o de quelque chose, ça tend vers 0 quand on le divise par ce quelque chose. Mais vous pouvez vérifier pour aller plus vite que ça, comme petit o de h, c'est quelque chose qui est petit devant h, tout ce qui est au numérateur, c'est un petit o de h. Et donc quand je divise par h, c'est quelque chose qui tend à nouveau vers 0 quand h tend vers 0. Ok. Donc finalement, eh bien, j'en déduis que f rond phi est dérivable en t0. Et f, hein, puisque tout admet une limite quand je fais le taux d'accroissement, et la limite, c'est donné par la somme pour i allant de 1 à d, des d rond f sur d rond xi, de phi prime i de t0, pardon, de phi de t0, phi prime i de t0. Ok, on a presque fini parce que nous, on est censé affirmer la chose suivante, on est censé affirmer que cette fonction, f rond phi, elle n'est pas seulement dérivable en t0, elle est même C1 en t0. Et donc, pour une fonction d'une variable réelle, hein, demander que la fonction soit dérivable, c'est demander que sa dérivée soit continue. Bon, mais là, ça ne va pas être trop difficile. Pourquoi? Parce que j'ai supposé que phi est de classe C1. Donc, phi prime i, c'est une fonction continue. J'ai demandé à f d'être de classe C1. Donc, chacune des fonctions d rond f sur d rond xi est continue. Et
je compose donc la fonction continue de f sur d rond xi avec la fonction phi qui est elle aussi continue. Donc vous voyez que finalement là, j'ai une somme et un produit de fonctions continues. T donne phi prime de t est continu et par composition, pour tout i appartenant à 1D, c'est aussi valable de ce truc-là. T donne t rond f sur d rond xi de phi de t aussi. Donc ce que je suis en train de dire, c'est sur i bien sûr, je suis en train de dire c'est que la dérivée, on a montré que la fonction était dérivable, on a trouvé la formule de sa dérivée, et je suis en train de dire que de plus, sa dérivée est continue. Donc finalement, f, mon phi, est de classe C1. D'ailleurs, T0 pour, bien sûr, c'est un T0 et tout ça, et ce pour tout T0 appartenant à I. Donc, elle est dérivable sur I, et on vient d'affirmer qu'elle est même de classe C1 sur I. Voilà ce qu'on voulait montrer. Et ce qui est important ici, c'est vraiment d'avoir bien compris que du coup, on a une formule pour la dérivée. Je vais vous donner un exemple. Un exemple très simple. Et le but, c'est d'apprendre à utiliser cette formule. C'est très important, vous avez souvent des difficultés en L2, en L3, et même après, éventuellement, si vous continuez au niveau master, à calculer les dérivées partielles de fonctions de plusieurs variables composées, notamment. Ça, par exemple, c'est la base si vous voulez comprendre quelque chose comme les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est des fonctions de plein de variables et on a besoin de calculer des dérivées de fonctions composées, donc il faut savoir le faire. Et je vais juste donner un exemple maintenant. Je vais me donner une fonction f de R2 dans R. Alors ici, donc là, C1, disons. Et la fonction phi que je vais prendre, c'est la fonction qui va de l'intervalle i qui ici vaut toute R dans R2 et qui a t associe cosinus t, sinus t. Donc pour chaque t réel, ça sort un vecteur qui est le vecteur cosinus t, sinus t. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder f rond phi. Alors, comme phi est clairement de classe C1, cosinus est une fonction de classe C1, même c'est infini, sinus aussi, donc phi, chacune de ses composantes est de classe C1, donc phi est de classe C infini, pardon, de classe C1, f et phi sont de classe C1, alors sur leurs ensembles de définitions respectifs, R2 et R, donc f rond phi aussi, et je dois pouvoir calculer sa dérivée avec la formule. Donc là, il faut vraiment avoir l'idée que f de phi de t, je vais l'écrire peut-être ici, f de phi de t, par définition, f, ça prend en entrée un vecteur de R2, et phi de t, c'est bien un vecteur de RD, bien sûr, c'est cosinus t, sinus de t. Quand vous calculez la dérivée d'une fonction qui s'écrit f d'une fonction de t, une première fonction de t, une deuxième fonction de t, éventuellement 3 jusqu'à d fonctions de t, qu'est-ce que vous faites? Vous calculez, donc c'est la formule qui est là, d'abord la dérivée partielle de la fonction selon la variable par rapport à laquelle vous dérivez, fois la dérivée de ce qu'il y a en cette composante. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je veux calculer pour tout t appartenant à R, f rond phi prime de t, je calcule la dérivée. Donc qu'est-ce que je fais? D'abord, je dérive par rapport à la première composante. Donc j'ai d rond f sur d rond, peut-être je vais le dire comme ça. Je dérive d'abord par rapport à la première composante. Donc je dérive la première composante, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus de t, fois la dérivée partielle de f par rapport à la première composante. Prise en le point A, ici sinus t, cosinus de t. Pardon, cosinus t, sinus t. Puis ensuite, je dérive par rapport à la deuxième composante. Je dérive la deuxième composante sinus, dont la dérivée me fait cosinus de t, fois la dérivée partielle par rapport à la composante par rapport à laquelle je viens de dériver, c'est-à-dire la deuxième, donc d rond f sur d rond x2, évaluée en phi de t, donc cosinus t, sinus de t. Donc c'est vraiment ça que vous devez faire. Vous voyez ici, ça les moins sinus de t et plus cosinus de t, c'est les phi primi de t. Donc il s'agit vraiment de savoir dériver une fonction finalement de R dans R lorsque celle-ci est écrite naturellement comme la composée d'une fonction de R dans RD et d'une fonction de RD dans R. Et comment on fait? On fait la somme de
je dérive par rapport à la im composante fois la dérivée partielle de f, la im dérivée partielle de f en phi de t. Donc c'est bien ce que j'ai fait ici. J'ai dérivé par rapport à la première composante, moins sinus de t fois la première dérivée partielle de f évaluée en phi de t, plus la dérivée de la deuxième composante fois la dérivée partielle de f selon la deuxième composante évaluée en phi de t. Ok, donc voilà pour la notion de fonction de classe C1 et la question naturelle qui vient ensuite, hein, comme pour des fonctions de plusieurs variables. Et est-ce qu'on peut continuer à jouer ce jeu-là, fonction de classe C2, de classe C infinie? Et bien sûr, on va pouvoir le faire. Donc, comme on a su définir une fonction de classe C1, bah, on va définir ce que c'est qu'une fonction de classe Cn pour n quelconque, et même C infini, et on va donner certaines propriétés de base de ces fonctions. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué.